Oui, je me trouve en ce moment à Soueida, une ville à majorité druze dans le sud de la Syrie. Est-ce que vous voyez derrière moi? Eh bien, c'est une prison, l'une des plus importantes de la région. Comme vous voyez autour de moi, il y a des portraits de la famille Assad, des drapeaux du régime syrien, des drapeaux qui sont en fait ceux du parti basse. Ce n'est pas des drapeaux palestiniens. Ici, on a pu parler à d'anciens prisonniers qui ont été libérés il y a seulement quelques jours de cette prison où a été pratiquées de nombreuses tortures. C'est le cas de la plupart des prisons qu'on peut trouver en ce moment en Syrie. Alors, derrière ces barreaux, il y avait surtout des opposants politiques, des membres de groupes qui s'étaient opposés, notamment cette année, au régime de Bachar el-Assad, parce qu'il faut bien comprendre que cette ville de Soueida, elle a été très active dans des manifestations vraiment d'ampleur depuis un peu plus d'1 an contre le régime de Bachar el-Assad. Et beaucoup de ces opposants nous ont raconté les tortures qu'ils ont subies de la part des geôliers dans ces prisons. Les cellules qu'on voit autour de nous, elles sont absolument surpeuplées, tout à fait insalubres, et on a pu parler à des habitants qui aujourd'hui redécouvrent l'intérieur de ce lieu auquel ils n'ont jamais eu accès. On a pu voir il y a quelques jours des membres de groupes locaux, de combattants locaux druzes qui ont libéré cette prison. Aujourd'hui, elle est presque entièrement vide et on peut juste regarder et observer les objets et les matelas, les effets personnels des prisonniers qui gisent au sol depuis maintenant 4 jours. Voilà ce qu'on découvre ici, tout ce qu'a fait ici Arthur Saradin, tous nos envoyés spéciaux, mais en particulier Arthur Saradin dans ces prisons est tout à fait saisissant, à la prison de Sednaïa, etc. L'histoire ici est convoquée, c'est-à-dire on découvre à quel point ce régime s'était inspiré très directement des nazis, et en particulier, expliquez-nous ça, Alois Brunner, qui était lieutenant d'Eichmann, qui a conseillé, qui a été vraiment l'inspirateur très direct de ce que faisait ce régime. Fonctionnaire du crime, bureaucrate de l'extermination, technicien de la répression. Il était dans la conférence de Wannsee qui met au point la solution finale à Alois Brunner. Donc il a voulu essayer de sauver la mise de Eichmann et il a conseillé effectivement le régime syrien. Il a été abrité par les Assad père et il est mort, je crois, il y a 10 ans, jour pour jour. Les époux Klarsfeld avaient cherché à le pourchasser, à essayer de le faire extrader en France. Jacques Chirac n'avait pas suffisamment mis la pression en 1986 alors qu'il était Premier ministre, précisément pour faire extrader cet homme qui a conseillé jusqu'au pire, encore une fois, ce qu'a démontré, ce que raconte Arthur Saradin dans ses reportages, le pire de la répression, c'est directement inspiré de méthodes nazies. Il avait un lien très directement avec la France, puisqu'il a eu des responsabilités pour Drancy, responsable de la déportation d'un certain nombre de juifs français. Et notamment des enfants d'Isieux également. Il a fait des rafles d'enfants. Il a déporté les juifs d'Autriche, me semble-t-il, du côté de la Slovaquie, de Grèce France, également. Et il a beaucoup sévi en France, notamment il s'est précipité en zone sud pour rafler 23 000 juifs sur la côte d'Azur. Alors c'était pas un grand dignitaire nazi lui, c'était un Hauptführer, c'est-à-dire il avait le grade de capitaine à peu près, donc c'était vraiment un rang intermédiaire, mais qui dans l'horreur a réussi à prospérer pendant 50 ans en fait. Rappelons les éléments de biographie que vous entamiez, c'est-à-dire responsable du camp de Drancy en région parisienne, évidemment, responsable de la déportation de 24 000 juifs français. Il a été condamné à mort par contumace, il n'était pas là, par le tribunal permanent des forces armées à Paris en 1954. Il a fui alors vers la Syrie via l'Égypte. Avec la complicité du grand moufti de Jérusalem. Voilà, qui était un ami des nazis, il faut le dire aussi. Voilà, donc Hitler avait promis d'exterminer les juifs de Palestine, sous-entendu parce qu'à l'époque, quand certains nazis pensaient expulser les juifs justement vers la Palestine, c'est le grand moufti de Jérusalem qui aurait convaincu Hitler d'exterminer également les juifs de cette région. Et qui avait un grade, me semble-t-il, dans la SS. Il y avait une division SS bosniaque qui était littéralement sous sa bénédiction. Donc là, on est vraiment dans le crime organisé. Et dans une filiation assez effrayante. En 66, il se rapproche d'Hafez el-Assad, donc le père de Bachar el-Assad, et il noue un pacte avec lui pour devenir une sorte de conseiller. Il a été le conseiller des services secrets de Syrie. De la répression. Comment a-t-on pu tolérer que cette ordure réorganise en fait le Mukhabarat, donc les services de sécurité syriens, finalement au vu au-dessus de tout le monde. Alors les Israéliens ont essayé de l'assassiner 2 fois en lui envoyant des colis piégés. Il a perdu un œil et plusieurs doigts, mais il a réussi à survivre. On ne sait pas exactement jusqu'à quand. Mais comment a-t-on pu tolérer ça ?
Comment on fait pour, comment fait-on pour aller chercher dans un régime totalitaire quelqu'un qui est protégé par le régime? C'est la véritable question. D'ailleurs, les Israéliens ont envoyé une bombe, vous l'avez dit, mais ils ne l'ont pas tué, donc ils n'avaient pas les moyens vraisemblablement de l'approcher plus que ça. Mais il semblerait qu'il ait fini dans une prison. Donc, qu'il était arrêté par le régime in fine, sans doute trop encombrant, peut-être au début du régime Bachar. Et donc, il serait mort dans une prison. Voilà. Et au-delà de Brunner, la position de la France est quand même sidérante. Parce qu'il faut rappeler qu'en septembre 1980, les Syriens ont fait assassiner notre ambassadeur de France à Beyrouth, Louis Delamarre. 2 ans après, il y a eu l'attentat de Drakkar avec la perte de 55 de nos soldats, qui a vraisemblablement été commandité par la Syrie. Comment a-t-on pu continuer à tolérer ce régime, à avoir des relations parfois amicale avec les Assad, il faut bien le dire, avec les assadistes. Ça, pour moi, ça reste un grand mystère. On comprend ce qu'on comprend bien là. Entre les images de Saradin tournées là, en décembre 2024, et ce que Aloïs Brunner avait fait au camp de Drancy, il y a un lien historique très direct, il y a une filiation extrêmement directe. Lorsqu'il prend la tête du camp de Drancy, donc qui a été un camp de transit des Juifs français vers les chambres d'extermination en Allemagne, Aloïs Brunner, tout de suite, il fait frapper, il fait torturer les Juifs qui sont à l'intérieur, des enfants, des femmes, des vieillards. Il les fait torturer, il les fait frapper comme une méthode, encore une fois, de répression. Et en miroir, ça raconte exactement ce qu'a mis en place en fait cette dynastie Assad pour torturer toute forme d'opposants politiques. On les faisait frapper, on les écrasait à mort, parfois sous des presses humaines, on les enfermait pour des années sans qu'ils ne voient la lumière du jour. Tout ça étant inspiré directement de la manière dont les nazis ont exterminé les Juifs d'Europe de manière bureaucratique et industrielle. Il se faisait passer pour un docteur d'abord quand il est arrivé en Syrie. On lui avait donné l'identité d'un docteur dans les pleines rues de Damas et les Israéliens s'étaient rendus compte de cela en l'ayant vu de se balader dans les rues de Damas complètement libre avec une moustache. Il essayait donc d'avoir une autre apparence pour essayer de se recréer une vie. Et au départ, quand il a conseillé les forces du régime syrien, notamment les services secrets, il le faisait avec une autre identité pour essayer de ne pas être reconnu. Et ce qui est fascinant dans ce parcours, c'est que, et on l'a dit, il était lieutenant donc de Eichmann. À l'époque, Eichmann avait été arrêté. Il y a eu le grand procès d'Eichmann, vous vous en souvenez, à Jérusalem, qui a d'ailleurs couvert Hannah Arendt pour le New Yorker. Et ce même Aloïs Brunner, qui était protégé par le régime syrien, il a cherché à faire libérer Eichmann, en tout cas à l'exfiltrer par une tentative qui n'a évidemment pas réussi, et fort heureusement, puisque Eichmann a été jugé. Mais il était dans cette mécanique, de toute façon, nazi et loyal, et il a trouvé véritablement une piste d'atterrissage idéale en Syrie et dans la Syrie des Assad. Je voudrais vous montrer une photo assez significative, ou en tout cas qui montre bien que la Syrie a été le refuge de nombreux nazis. Regardez cette photo à gauche, ça montre des paires de chaussures qui sont entassées dans la prison de Sednaya. On en parlait beaucoup, la pire prison du monde qui a été ouverte au moment de la chute de Bachar al-Assad, avec des chaussures taille enfant et taille adulte. Et puis évidemment, ça vous rappelle forcément ce que l'on peut encore aujourd'hui voir au camp d'Auschwitz. Absolument, c'est cela qu'on voit au mémorial de la Shoah et au camp d'Auschwitz. Ces effets personnels, ces chaussures, ces valises, ces vêtements qui sont entassés dans d'immenses vitrines. Et effectivement, ces photos, elles sont aussi, ce sont les chaussures taille enfant et taille adulte. Enfin, c'est ça. Il y a des enfants qui sont nés de viol dans ces prisons-là. Il faut pas... Ça veut dire qu'il y a une filiation, il y a un effet miroir qui est extrêmement effrayant et qui raconte, et je pense qu'on en découvrira encore, à quel point ce régime a été une atrocité. Les projets totalitaires ne sont pas les mêmes, puisque les nazis, c'était la destruction de toute une nation. Oui. Les soviétiques, c'est la destruction d'une classe. On sait ce qu'était aussi les Khmers rouges, qui étaient aussi une destruction d'une classe. Mais enfin, il y a des parentés, des correspondances entre tous ces régimes. C'est assez saisissant, entre les régimes d'extrême droite, d'extrême gauche, les régimes islamistes, les régimes comme le régime de Bachar el-Assad. Les totalitarismes ont des parentés, des cousinages, toujours. Oui, il y en a même une autre d'ailleurs, c'est que Hannah Arendt, pour la citer, disait que le totalitarisme étant d'abord une affaire de dynamique, la première de ces dynamiques, c'est la destruction de la vérité. Et là où il y a une autre analogie à faire avec d'autres expériences totalitaires, de ce qu'on voit là, c'est qu'on a vécu ces dernières années exactement la même chose que quand vous aviez, par exemple, Gareth Jones, qui était allé en Ukraine couvrir le génocide stalinien. Et évidemment, vous aviez l'Humanité en France, par exemple, qui disait tout ça, c'est de la propagande anticommuniste, ça n'existe pas.
Depuis 10 ans, vous aviez des gens qui rapportaient, par exemple, ce que vous avez décrit avec des presses-papiers géants pour écraser des cadavres à une échelle industrielle. Beaucoup sur les réseaux sociaux ont dit ça c'est de l'exagération. Encore une fois, de la même manière, enfin, que quand vous aviez Witold Pilecki qui avait fait un rapport entier sur ce qui se passait à Auschwitz, beaucoup d'Américains ont dit non mais attendez, des chambres à gaz, des crématoires, ils exagèrent, les Polonais veulent se faire mousser. On a eu exactement le même problème. Et une question qui se posera enfin, il va y avoir un débat sur la Syrie, le même qu'on a eu à propos d'Auschwitz, fonctionnalisme versus intentionnalisme. Quel était le niveau de direction par le haut dans tout ce qui s'est passé? À quel point Bachar a-t-il ordonné tout ce qui s'est passé à la base? Et ça montre, n'est-ce pas, l'épuration maintenant, les procès vont commencer. On verra évidemment, ça ce sera une complication supplémentaire. Je ne sais pas si vous connaissez l'extraordinaire histoire pour la correspondance entre ces régimes de Staline qui présente à Roosevelt Beria, son chef de la police politique, et il lui dit c'est mon Himmler. C'est mon Himmler, oui. Et Beria est un peu vexé qu'on le compare à Himmler. Beria était une crapule. C'était à la conférence de Téhéran, ça. Voilà, me semble-t-il. Oui. Et effectivement, la cruauté de Beria était comparable à bien des égards à celle de Himmler. Donc entre ces régimes, il y a toujours une parenté. Oui, et puis moi j'arrive du Cambodge, par exemple. Je veux dire, moi j'avais une guide qui a subi les camps de Pol Pot. Il faut se rappeler quand même que c'est entre 25 et 30% de la population qui a été exterminée en 4 ans. 75-79, c'est pas c'est sur une période très courte et c'est 2 à 3 millions de morts. Et chez nous des compagnons de route du communisme qui disaient ça n'existe pas, et des gens comme Raymond Aron qui en parlaient, on leur disait que c'était des menteurs. Donc encore une fois, on en revient au même problème. Et on rappelle qu'on parlait tout à l'heure de l'aveuglement de certains concernant les régimes islamistes, et de la même façon, il y a des journaux qui, quand les Khmers rouges ont gagné certaines victoires dans les années 70, si ma mémoire est bonne, disaient excellente nouvelle, ils ont etc. Libération. Libération avait titré ça en une. Et on a quand même un parlementaire français qui s'est rendu, Mariani, voilà, et qui a dit qu'effectivement il n'avait rien vu de terrible. Il n'avait rien vu non plus en Ukraine, puisqu'il était allé célébrer l'annexion de la Crimée. Et en Azerbaïdjan aussi. Donc c'est l'habitué des dictateurs. Donc voilà. Guillaume et moi-même, pour avoir été journaliste dans des pays comme ça sous dictature, on peut vous dire que quand on veut cacher la vérité, il le cache très bien.